Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Alors que le projet de loi de finances 2018 a été dévoilé ce matin en Conseil des ministres, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, et Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, sont auditionnés cet après-midi par les sénateurs de la Commission des Finances. Ce budget 2018, je vous le rappelle, est un texte capital car il traduit la révolution, je cite, voulue par Emmanuel Macron en matière sociale et en matière économique. Parmi les mesures essentielles, notez d'abord celles qui sont relatives à la fiscalité, avec la hausse de la CSG, la baisse des cotisations pour plus de pouvoir d'achat pour les salariés, l'exonération de la taxe d'habitation ou encore la réforme de l'ISF. Ce texte traduit également l'engagement du gouvernement de respecter un déficit de 2,6% en 2018, bien en dessous de la barre des 3% grâce à la baisse de la dépense publique. Tout de suite donc, voyez l'échange des ministres avec les sénateurs. Et cela commence par une allocution de la présidente de la Commission des Finances, Michèle André. Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place, merci d'être présents pour cette audition. Messieurs les ministres, mes chers collègues, vous venez nous présenter, messieurs les ministres Darmanin et Griveaux, les deux textes dont a délibéré le Conseil des ministres ce matin à un Sénat en pleine transition. Il est naturel que les deux assemblées soient informées simultanément. En effet, nous essaierons aujourd'hui de faire œuvre utile pour ceux qui nous succéderont la semaine prochaine à la Commission des Finances, puisque vous le savez, certains d'entre nous n'y seront plus, à commencer par moi-même. Certains autres vont arriver, puisque les commissions vont se reconstituer. Et donc, nous avons souhaité tout de même vous auditionner pour leur permettre à la future commission de commencer à préparer son travail et pour fonder des échanges sur des compléments détaillés sur tel ou tel dispositif que les uns ou les autres ont pu entendre ou découvrir ou lire. Donc je vais céder la parole à Monsieur le ministre Darmanin, à Monsieur Griveaux pour commencer. Alors pour Monsieur Griveaux, je lui souhaite la bienvenue. C'est sa première apparition devant la commission et donc ça ne sera pas la dernière. Il paye son verre. Ah, il paye un verre à la sortie. Bon, d'accord, écoutez, c'est de bon augure. Je vous donne la parole, monsieur le ministre Benjamin Griveaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, si vous remarquez un œil un peu hagard dans nos échanges, c'est simplement dû à une migraine ophtalmique qui ne m'a pas quitté depuis ce matin et contre laquelle même les meilleures drogues semblent totalement inefficaces. Donc je vous demande par avance votre bienveillance. Bien simplement vous donner le cadrage et la présentation globale des textes qui ont été présentés ce matin au Conseil des ministres. Avec un premier constat, c'est que la France bénéficie d'un taux de croissance solide, tout comme l'Union européenne, estimé à 1,7%. Et ces perspectives de croissance sur lesquelles nous avons bâti l'exercice financier que nous vous présentons ont été confirmées par l'INSEE, par l'OCDE et par le Fonds monétaire international, qui prévoit même de manière un peu plus optimiste que nous une croissance autour d'1,8%. Et donc ce scénario macroéconomique du projet de loi de finances présente une première qualité, c'est qu'il est prudent, et une seconde qualité, c'est qu'il est sincère dans les hypothèses retenues pour sa construction. Ce constat nous amène évidemment à vouloir accentuer et accélérer la transformation du modèle économique français qui a déjà été engagé avec la réforme du travail et dont le texte dont nous allons débattre dans les semaines et les mois qui viennent est un élément important. La transformation, elle se résume finalement en trois chiffres, 5, 3 et 1, qui sont notre moyen mnémotechnique et qui nous accompagneront pendant les débats que nous aurons. 5 points de dette en moins, 3 points de dépenses publiques en moins et 1 point de prélèvement obligatoire en moins à la fin du quinquennat. Parce que, pourquoi engageons-nous cette finalement lutte contre la dépense publique? Simplement parce que la dépense publique ne peut pas être la réponse aux problèmes politiques, économiques ou sociaux du pays. Si elle l'était, sans doute aurions-nous le meilleur taux de chômage de l'Union européenne, par exemple. Et donc,
Au-delà de la bonne gestion, notre conviction, c'est que nous parviendrons à transformer notre modèle économique et social, d'abord en maîtrisant notre dépense publique. Nous avons, sur le quinquennat, un premier objectif, accomplir la transformation économique du modèle français. Nous avons beaucoup tardé et elle est à ce stade devenue indispensable au regard des performances de nos voisins européens. Nous comparons souvent à l'Allemagne, mais nous pouvons aussi comparer, par exemple, notre réseau d'entreprises de taille intermédiaire avec la Grande-Bretagne ou avec l'Italie, qui en compte 2 fois plus que nous. Et donc, cette transformation de notre modèle économique, elle repose sur 2 piliers. Le premier de ces 2 piliers, c'est l'innovation. Il faut permettre à nos entreprises d'innover pour gagner en compétitivité, pour gagner en gamme, pour gagner des parts de marché, et puis pour être acteur plein et entier de la révolution technologique qui est en cours. C'est ce que j'ai pu observer, c'est ce qui est attendu de nous, de la part des entreprises françaises, mais aussi à l'étranger. Je rentre d'un voyage en Chine et en Corée, où l'innovation est évidemment au cœur des modèles économiques de ces 2 grandes nations industrielles, et où les efforts qui sont aujourd'hui consacrés sur l'innovation en France, eh bien, interpellent et intéressent. Nous mettrons, pour innover, le capital doit être plus accessible qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et donc, nous allons modifier en profondeur le rapport que nous avons dans notre pays au capital, à commencer par la mise en place, dès 2018, d'un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital à 30%. Ce sera d'abord un gage de simplicité, de lisibilité, qui est un élément important de notre compétitivité. On nous fait souvent le reproche d'avoir un peu sédimenté les couches fiscales et donc de parfois avoir perdu en lisibilité et en simplicité pour les acteurs économiques. Nous allons tâcher d'y remédier. La fiscalité de l'épargne salariale ne sera, elle, pas modifiée parce que nous souhaitons que le travail soit autant récompensé que le risque. Nous maintenons les avantages des produits d'épargne populaire, donc le livret A, le livret de développement durable, qui seront totalement défiscalisés, et des produits qui sont fortement investis en actions comme les PEA. La fiscalité de l'assurance vie ne sera pas modifiée non plus pour les contrats lorsque le montant des encours ne dépasse pas 150 000 €. Par ailleurs, les revenus des versements déjà effectués ne sont pas concernés, quel que soit leur montant. Je sais que ça a été un des sujets d'inquiétude et donc ça nous permet de lever ce doute. Par ailleurs, nous supprimerons l'impôt sur la fortune. Nous ne maintiendrons qu'une contribution sur les actifs immobiliers. Et l'immobilier comme outil de travail restera exonéré de toute forme d'imposition. Avec la suppression de l'ISF, que poursuivons-nous finalement ? Nous cherchons à faire que ceux qui vont bénéficier de cette baisse de leur fiscalité, eh bien, réinvestissent dans notre outil économique. Ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons 3 fois moins de TI que les voisins allemands, 2 fois moins que les Britanniques ou que les Italiens, et c'est en partie dû, pas uniquement, mais en partie, dû à des problèmes de levier de croissance et de financement, notamment de nos PME, à la fois pour qu'elles grandissent en France et qu'elles puissent également gagner des parts de marché à l'étranger. Aucun contribuable, et il faut le noter, qui demain sera soumis à l'impôt sur la fortune immobilière ne verra son impôt augmenter par rapport à l'ISF. Aucun. Nous baisserons par ailleurs l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25% d'ici la fin du quinquennat et nous commencerons dès 2018 sur la fraction de bénéfices inférieure à 500 000 € avec un taux de 28%. Et ensuite, nous aurons une baisse graduelle de cet impôt sur les sociétés. C'est l'un des éléments importants qui est observé à l'étranger. Ça nous ramènera quasiment dans la moyenne européenne. Alors, le drame des moyennes, c'est que vous avez des écarts à la hausse ou à la baisse importants. Et elle est autour de 23%. Nous pensons être en fin de phase autour de 25%, ce qui nous permettra de regagner en compétitivité. Nous maintiendrons évidemment le taux réduit de 15% pour les PME qui en bénéficient déjà. Il n'est pas question, lorsqu'on veut bâtir ce que Bruno Le Maire aime appeler un Mittelstand à la française, il n'est pas question de pénaliser les dispositifs, enfin en tout cas de supprimer les dispositifs dont bénéficient les PME. Ainsi, nous allégeons la fiscalité du capital pour libérer la capacité de croissance de nos entreprises. Sur cette base, nous allons nous engager pleinement dans une économie des compétences et de l'innovation. Et c'est sans doute une des transformations majeures de notre modèle économique qui s'est construit, et d'ailleurs pas uniquement sur les questions qui nous occupent aujourd'hui de PLF, mais finalement notre modèle social s'est construit avec
comme principe une économie de rattrapage, et dans une économie de rattrapage, puis dans une économie qui a connu les 30 Glorieuses. Or aujourd'hui, ce modèle-là n'est plus en phase avec les exigences d'une économie de la compétence et de l'innovation, avec le besoin peut-être d'assurer de manière plus universelle certains risques comme le chômage, d'où la bascule de la CSG, sur de la CSG, et donc c'est un des éléments importants. On maintiendra les dispositifs de soutien à la recherche, en particulier le crédit d'impôt recherche, c'est environ 6 milliards d'euros, il sera sanctuarisé et nous sommes prêts à engager une réflexion, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et moi-même, sur un potentiel déplafonnement de ce crédit d'impôt recherche. Par ailleurs, nous créerons un fonds de 10 milliards d'euros dédié à ce qu'on appelle l'innovation de rupture, c'est-à-dire ce sont des innovations qui prennent un temps suffisamment long, qui ne sont pas toujours en accord avec les temps de retour sur investissement attendus par les marchés, afin d'investir dans l'innovation de rupture. Ce fonds sera abondé par la cession des participations que l'État détient dans certaines entreprises publiques. Nous avons d'ores et déjà procédé à la vente d'à peu près 1,5 milliard pour 1,5 milliard d'euros d'actions d'Engie, et ces dispositions seront poursuivies. Ce fonds, il doit être à disposition rapidement, il faut que ce soit effectif dès 2018, et il a vocation à préfigurer le financement européen pour l'innovation de rupture qu'a annoncé le président de la République dans le discours remarqué qu'il a donné à la Sorbonne hier. Le deuxième pilier de la transformation économique, c'est la formation. Et vous savez, les souvenirs que j'ai de mes cours d'économie, c'est que la croissance, c'est 2 facteurs, le capital et le travail. Je vous ai parlé du capital, le travail, les ordonnances sont déjà... Pardon ? Et la liberté, oui, c'est aussi la confiance, plus la confiance égale Brest. Donc je suis certain que nous sommes dans une relation de confiance qui permettra d'avoir la meilleure croissance économique. La transformation économique va entraîner une transformation du travail dont on a déjà vu voilà, les carrières linéaires dans la même entreprise, voire dans le même secteur, appartiennent au passé, et que ce rapport-là au travail va changer. C'est pourquoi la formation est l'un des 4 grands axes du plan d'investissement qu'a présenté le Premier ministre lundi. C'est un des éléments importants et c'est sans doute la réponse la plus efficace au chômage de masse que connaît notre pays, avec 3,5 millions de chômeurs, avec un chômage des moins de 25 ans qui n'est jamais passé sous la barre des 20% depuis 15 ans et qui donc appelle un effort sur la formation. Le deuxième objectif, c'est évidemment de réaliser nos ambitions pour l'Europe, et nous en avons. La transformation économique de notre modèle n'a de sens que si nous transformons aussi l'Union européenne. Elle doit apprendre à se défendre et elle doit apprendre à se protéger. Or, la France retrouvera sa crédibilité sur la scène européenne et sur la scène internationale vis-à-vis de ses partenaires, d'abord en respectant les règles communes et en parvenant à sortir de la procédure pour déficit excessif. Un premier satisfecit a été adressé ce matin par le commissaire Moscovici sur cette perspective de sortie de la France de la procédure de déficit excessif. Je rappelle que nous ne sommes plus que 2 pays dans cette procédure et que des pays comme la Grèce par exemple ou le Portugal sont sortis de ces procédures de déficit excessif, et il est absolument indispensable pour nous, pour pouvoir peser dans les discussions européennes, d'en sortir. Ça nous permettra de retrouver du poids en Europe, par exemple sur la proposition de taxation des GAFA, par exemple sur le sujet qu'a initié le président de la République au regard des enjeux liés aux travailleurs détachés. Toutes ces actions qui ont été engagées par le gouvernement et par le président de la République ne sont possibles qu'avec le respect des engagements européens de la France. Se défendre et avoir une Europe protectrice, c'est aussi lutter contre le dumping fiscal et social. Et le président a affiché hier à la Sorbonne un objectif très clair, avec un écart maximum de 5 points dans les taux d'imposition européens à la fin du quinquennat. Nous visons également la convergence fiscale avec l'Allemagne avant la fin de l'année prochaine. Enfin, la zone euro doit devenir un continent économique intégré, et pas seulement une zone financière, à l'image de ce que peuvent être la Chine ou les États-Unis, et nous le voyons dans les échanges commerciaux que nous avons. Il est temps que nous puissions avancer concrètement dans la voie d'une intégration réelle, avec la convergence fiscale, la mise en place d'un fonds monétaire européen, et puis un budget de la zone euro, et une coordination des politiques économiques dont on parle depuis 15 ou 20 ans, mais dont jamais réellement nous n'avons réussi à la mettre en place.
Tout cela, nous devons le faire vite. Il y a une urgence à accomplir la transformation économique de notre pays. Nos voisins s'y sont mis. Je prends l'exemple de l'industrie. Nous avons loupé le virage de la robotisation. Il serait heureux que nous puissions prendre à pleine vitesse celui de la numérisation de notre industrie, et de la numérisation notamment de nos PME, ce qui leur permettra par exemple de gagner des parts de marché à l'export. Et puis, par ailleurs, cette transformation de notre modèle et de la zone euro, pour qu'elle soit complète, elle ne doit pas bénéficier qu'à quelques-uns. Pour que la croissance soit la plus efficace, eh bien, elle doit être partagée. Et à commencer par une meilleure rémunération du travail. Vous le savez, le président de la République, dans sa campagne, avait placé le travail au cœur de son projet. Les salariés verront donc leur salaire net augmenter grâce à la suppression des cotisations chômage et maladie en 2 temps. Très concrètement, un salarié au SMIC gagnera 262 € de plus par an à partir du 1er janvier 2019 et ça se fera en décalé en 2018. Les salariés aux revenus les plus modestes bénéficieront aussi d'une revalorisation de leur prime d'activité sur le quinquennat avec une revalorisation au total à 80 €. Les indépendants seront plus nombreux à pouvoir bénéficier des régimes simplifiés d'imposition, ce qui leur permettra de tenir une comptabilité allégée. Et il nous faut aussi protéger les plus modestes et les plus fragiles de nos concitoyens dans cette période où il y a une transformation économique profonde. 80% des ménages bénéficieront de la baisse de la taxe d'habitation qui se fera sur 3 années et nous ouvrons ainsi le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile aux ménages qui ne paient pas l'impôt sur le revenu. Ils recevront désormais un chèque du Trésor public. Nous augmentons également l'allocation pour les adultes handicapés et le minimum vieillesse, mais je suis certain que nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà moi ce que je voulais vous dire, avec toujours à l'esprit d'avoir cette mission très noble de transformer notre modèle économique et social, d'avoir la conviction absolue que l'économie ne va pas sans le social et qu'une croissance qui n'a pour objectif que de s'auto-entretenir est une croissance qui est utile à certains alors qu'elle devrait l'être pour tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Darmanin, vous prenez la suite. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi d'avoir quelques mots en commençant avec Benjamin pour notre collègue Nicole Bricq, puisque depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons malheureusement appris son décès. Dire quelques mots pour dire que le budget présenté aujourd'hui est un budget de transformation et de pouvoir d'achat, et je voudrais filer la métaphore de ces 2 mots après la présentation de Benjamin Griveaux. Le budget, c'est un outil qui concrétise des politiques publiques, qui permettent aux politiques publiques de se développer, qui permettent effectivement de transformer le pays ou de redistribuer, mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le budget qui commande les politiques publiques. C'est un moment très important, mais ce n'est pas le moment le plus important du quinquennat. Le moment le plus important du quinquennat, c'est la définition des politiques publiques. Quels sont les principes généraux des politiques publiques que le Président de la République et le Premier ministre ont lancés depuis leur élection et leur nomination? C'est celui d'un modèle de société qui s'oppose à d'autres. À ce titre, le budget est un outil éminemment politique qui permet des discussions éminemment politiques. Et ce modèle de société répond à 4 grands principes. Passer d'une société qui encourage la rente, statique, qui exclut beaucoup de nos compatriotes qui sont au chômage, qui sont dans un monde rural qui connaît les fractures territoriales, dans des quartiers où des gens ne rentrent plus à l'intérieur du système économique, à une société transformée et qui encourage la mobilité. On ne redresse pas l'économie en n'encourageant pas ceux qui veulent réussir. C'est l'objet notamment de la baisse très importante de la fiscalité. C'est l'objet notamment du deuxième point que je voudrais souligner. Il faut que le travail paye. Notre budget est celui de la feuille de paye. Vous avez dans votre petite présentation un petit livret jaune qui se distingue du vert plus classique des anciens projets de loi de finances, où vous retrouvez l'intégralité des augmentations de pouvoir d'achat. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est aussi un budget qui protège les plus faibles par à la fois des mesures structurelles, comme le doublement de l'enveloppe pour l'ANRU pour les quartiers en difficulté, mais aussi par les augmentations d'allocations, comme celle de l'AAH, du minimum vieillesse, ou des familles monoparentales. Enfin, c'est un budget, un modèle de société qui propose de passer d'une société de subvention qui ne paye de plus en plus des dépenses de fonctionnement
à une société de l'investissement. C'est un budget qui accompagne les transitions. Et je voudrais que nous arrêtions quelques points sur ce point et dire les crédits budgétaires selon l'accompagnement des transitions. D'abord, le grand plan d'investissement évoqué par le président de la République et par le Premier ministre trouve la concrétisation budgétaire en grande partie dans les budgets que nous présentons et dans le projet de loi des finances publiques, notamment avec 700 millions d'euros, ligne budgétaire nouvelle, qui accompagne la transformation, notamment la transformation numérique du pays et la transformation numérique de nombreux champs de la politique publique, notamment le ministère de la Justice. Nous y reviendrons lors du débat parlementaire. Un peu moins de 10 milliards du grand plan d'investissement sont prévus dans le budget 2018 et on aura l'occasion de voir que si ces dépenses ne sont pas pérennes, parce qu'elles sont d'investissement, elles ont comme vocation à changer durablement notre pays. La transition écologique, avec une augmentation assumée de la fiscalité, notamment autour du diesel et de la taxe carbone, mais des compensations extrêmement importantes avec la généralisation du chèque énergie ou des primes pour changer les véhicules. Nous y reviendrons sans doute dans vos questions. La transition économique, extrêmement important par les sujets qu'évoquait Monsieur le ministre Griveaux, et les 10 milliards de baisse d'impôts qui sont très importantes pour le monde économique. Puis en 2019, un allègement pérenne des charges demandé depuis tant et tant d'années, notamment par les patrons de PME, TPE. Transition sociale, avec le fait que le travail doit payer, et la bascule des cotisations, la suppression de 2 cotisations lors de l'année 2018, avec la redistribution prévue par la CSG. Et puis, je crois que ça peut intéresser votre Haute Assemblée, une transition dans le modèle des relations entre l'État et les collectivités locales. M'arrêter peut-être sur ce point particulièrement ici, puisque je connais la légitimité, bien sûr, des sénateurs vis-à-vis des collectivités locales. C'est la première fois depuis 2011, et particulièrement depuis 2014, qu'il n'y aura pas de baisse de dotation dans le projet de loi de finances que nous vous présentons. Il y a même une légère augmentation, 100 millions pour la DGF et 300 millions de plus, ça fait 400 millions en tout pour RCT, pour les relations avec les collectivités territoriales. Nous avons choisi que les économies que nous devons porter, que tout le monde doit porter dans la réduction des dépenses publiques, j'y reviendrai, soient à la proportion de la dépense publique des collectivités. Sous le mandat précédent, les collectivités locales, sur la dépense publique, ont contribué à 1/5 des efforts. Et encore, nous avons vu qu'entre les annonces du plan 50 milliards et le constat de qui avait fait les économies, il y avait une légère différence pour entreprendre une petite litote. Lorsque j'ai moi-même eu à présider destinée d'une collectivité locale, nous avons été les premiers, j'ai été parmi les premiers à dire qu'il ne fallait pas gérer les économies nécessaires par la baisse de dotation unilatérale et jacobine, qu'il ne fallait pas transmettre des charges sans transmettre un certain nombre effectivement de ressources et qu'il fallait par ailleurs que les collectivités locales puissent contribuer bien sûr, mais à proportion de leurs dépenses, c'est-à-dire 20% dans l'intégralité de la dépense publique. Nous faisons exactement cela. Nous ne baissons pas les dotations, première fois depuis 2011, légère augmentation même. Nous faisons contribuer les collectivités locales, non pas de manière jacobine, mais en contractualisant avec les 319 plus grandes, c'est-à-dire que la quasi-intégralité des collectivités locales, et notamment le monde rural et les villes moyennes, ne sont pas mis à contribution dans la demande de non-augmentation de leurs dépenses. Il s'agit bien ici de trouver 2,6 milliards de non-augmentation de dépenses. Et troisièmement, nous considérons qu'il ne faut pas transférer de charges aux collectivités locales sans ressources. C'est d'ailleurs le sens de la liberté laissée pour les rythmes scolaires à 4 jours et demi ou à 4 jours par les collectivités locales dès la rentrée scolaire. Et dès l'année prochaine, il y aura évidemment le fonds de dotation prévu pérennisé dans le budget éducation pour celles qui sont restées à 4 jours et demi. C'est notamment pour cela aussi que nous avons décidé avec Monsieur le ministre d'État Gérard Collomb de doubler le fonds pour les collectivités locales qui s'occupent des titres d'identité numérisés voulus par l'ancien gouvernement dont la ressource était manifestement très largement sous-estimée. Nous avons décidé de ne pas faire la politique du rabot, mais la politique des choix. Et à ce titre, là encore, ces choix politiques peuvent être discutés, mais ils sont le contraire de la discussion homothétique qui, finalement, ne contribue pas à faire baisser durablement la dépense publique dans notre pays. Le travail, le logement, vous le savez, sont 2 transformations portées par le gouvernement. Les crédits budgétaires sont en baisse. Il faut les voir dans une offre plus globale de baisse de la fiscalité, de formation, 15 milliards mis sur le plan de formation, et comme l'a évoqué le ministre Griveaux, et la baisse substantielle des contrats aidés.
Sur le logement, c'est l'ensemble de la politique logement qui est mis en perspective avec la libération du foncier, la réduction des normes telles qu'ils ont été présentés par Jacques Mézard et Julien de Normandie. Parmi les crédits qui augmentent, ce sont les promesses du président de la République et de sa majorité à l'Assemblée nationale qui sont concrétisées dans ce budget. C'est le budget des promesses tenues. Le régalien augmente et augmente fortement. 1,7 milliard d'augmentation par an du budget de l'armée pendant 5 ans pour atteindre l'augmentation prévue par le président de la République en pourcentage du PIB. L'intérieur, la justice qui va notamment connaître un renforcement extrêmement important, notamment dans sa numérisation. Le deuxième pôle de crédit budgétaire qui augmente, c'est l'éducation et l'université. L'éducation pour plus d'1 milliard d'euros et l'université pour faire face avec 700 millions d'euros à l'afflux de 40 000 étudiants supplémentaires et la transition écologique puisque c'est l'un des grands défis de notre gouvernement. Je voudrais souligner qu'il y a des ministres qui voient leur budget baisser et qui sont très heureux et qui considèrent même à la présidente qu'ils sont des bons ministres. J'en suis un. J'ai proposé à moi-même et au Premier ministre, si vous me le permettez, de baisser le budget de l'action des comptes publics. Pourtant, il me semble avoir beaucoup d'argent public sous ma responsabilité et vous avez un ministre qui voit son budget baisser et qui en est très heureux. Je pense que nous pouvons ainsi, il était d'accord avec lui-même, tout à fait, monsieur le rapporteur général, ça peut arriver, et il le voit ainsi que la priorité gouvernementale ne se mesure pas au crédit budgétaire mais bien à l'efficacité politique et comme l'a dit la présidente, heureusement. Je voudrais souligner aussi que c'est le budget du pouvoir d'achat. Les Français comptent en euros lorsque nous comptons parfois en milliards. Et la suppression de la taxe d'habitation qui aura lieu évidemment avec un dégrèvement et qui doit sans doute nous pousser tous à penser qu'au bout de ces 3 ans, monsieur le rapporteur général, madame la présidente, et je serai très heureux que votre commission puisse très largement contribuer à cette réflexion au changement de la fiscalité. Oh, ça ne m'étonne pas de vous, monsieur le rapporteur général, ce n'est pas les idées qui vous ont manqué. Et vous avez déjà commencé. Évidemment, revoir l'intégralité de la fiscalité locale, la bascule cotisation CSG, le chèque énergie, l'augmentation des crédits pour l'allocation adulte handicapé à 100 € par mois, du minimum vieillesse à 100 € par mois, des crédits pour les familles monoparentales. Vous aurez constaté que, pour prendre un exemple dans ce livret, qui me semble-t-il est assez parlant, pour un ouvrier au SMIC, c'est plus d'un 13e mois à la fin du quinquennat de redistribution et 380 € dès l'année 2018. Enfin, devant votre commission, je veux ici préciser que ce budget est sincère et sérieux. D'abord, les hypothèses évoquées par le ministre Griveaux sont des hypothèses qui, je crois, ont eu le satisfecit très important de la part du Haut Conseil des finances publiques. Je voudrais d'ailleurs souligner le travail très important fait par la direction du budget et par le ministère de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics pour la sincérisation des crédits budgétaires. Et à l'exception des crédits OPEX, qui vont voir une sincérisation tout au long du quinquennat, c'est 200 millions que nous prenons de sincérisation, et vu le montant de ces OPEX, c'est dans l'intégralité du quinquennat que nous pourrons les sincériser, si j'ose dire. L'intégralité des sous-budgétisations soit relevée par les rapports parlementaires, dont beaucoup d'ailleurs, Madame la Présidente, de votre commission, soit relevée par la Cour des comptes, ont été intégrés dans le budget. S'il y avait changement de crédit l'année prochaine, cela serait à cause de crises que nous ne pouvons pas prévoir malheureusement, mais si je prends l'exemple du ministère de l'Agriculture, qui a vu une dérive extrêmement importante de ses crédits, plus de 7 milliards dans le quinquennat précédent, nous avons budgétisé les risques communautaires, ainsi qu'un certain nombre de risques dont le ministère de l'Agriculture prévoyait très sincèrement la possibilité dans les années à venir. Je sais que le sénateur Dallier est très intéressé par les crédits d'hébergement d'urgence, ils ont été sincérisés, comme l'allocation adulte handicapé, bref. L'intégralité des 4,5 milliards de sous-budgétisation qui nous a occupé un petit moment cet été et qui nous a obligés à prendre des décrets d'avance sont désormais dans le budget. Je pense que c'est une très bonne chose pour le débat démocratique. Deuxièmement, je voudrais souligner que nous croyons tellement à la sincérité de notre budget que nous proposons pour la première fois depuis bien longtemps, monsieur le rapporteur général, 3% de gel, ce qui veut dire que les ministres, les directeurs de programme sont donc en responsabilité dès le début de l'année prochaine de leurs crédits, qu'il appartient sans doute aux parlementaires et particulièrement aux rapporteurs spéciaux de vérifier qu'ils les utilisent bien et de dire qu'il n'y aura pas de corde de rappel et que s'il y avait une dérive budgétaire après un budget négocié, amendé, voté par le Parlement, alors il faudrait que les ministres trouvent au sein même de leur administration et de leur propre crédit l'ouverture, puisque nous nous refusons à faire un décret d'avance ampleur, à l'exception peut-être, on en parlait encore voilà quelques mois, des opérations extérieures, donc il faudra bien que nous parlions un jour ici. Enfin, les engagements européens sont tenus. Voici désormais que nous présentons un déficit de 2,6, toute administration publique confondue. Je voudrais souligner devant vous
que la Cour des comptes prévoyait un déficit à 3,4 au moment où j'ai pris mes fonctions. Rebudgétisé d'insincérisation, pour reprendre les mots de la Cour, c'était 3,4 de déficit. Après les mesures de régulation, pas toujours les plus transformantes pour le budget de l'État, c'était 2,9 et nous espérons évidemment être à 2,9 constaté par la Commission au début de l'année prochaine. Et c'est 2,6 toute administration publique confondue. Certes, le déficit de l'État augmente. Il augmente pour deux raisons et je les assume tout à fait. La première, c'est que c'est une baisse d'impôts massifs que nous faisons porter en premier lieu sur les crédits d'État. Et la deuxième, pour cette fameuse sincérisation. Nous avons remis dans l'État 4,5 milliards de crédits qui n'étaient pas présentés devant vos assemblées depuis un certain nombre d'années et qui avaient tendance à être exponentiels. Mais dès l'année 2019, le déficit de l'État redeviendra sur une bande descendante. Ainsi, je voudrais vous dire que nous allons inverser une courbe, celle de la dépense publique, qui n'a pas été inversée depuis que M. Dominique Strauss-Kahn a été à notre place. Cela vous dire à combien de temps cela remonte. Moins 0,7% de dépenses publiques dans la richesse nationale. Pour la première fois depuis bien longtemps, depuis les années avant 2000, nous baissons la dépense publique de 54,6 à 53,9. Je voudrais souligner ici que c'est dans le cadre même d'une hypothèse de croissance extrêmement modeste, puisque nous considérons que nous serons à 1,7 de croissance, le consensus bas des économistes, Benjamin Griveaux l'a dit. Nous pensons donc que nous pouvons même améliorer cette baisse de dépenses publiques si l'année prochaine les prévisions de recettes notamment sont meilleures. Je voudrais souligner aussi que toute administration publique confondue, j'ai quasiment tenu avec l'ensemble des collègues de mon gouvernement la promesse faite par le Premier ministre devant votre Assemblée, qui était de faire du zéro volume, toute administration publique confondue. Nous n'avons pas tout à fait fait ça, on a fait 0,5. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait zéro. Je crois que la copie pourrait être, si je peux m'auto-noter, monsieur le rapporteur général, bien mais peut mieux faire. Cependant, je voudrais souligner ici que 0,5 d'augmentation en volume, c'est inédit depuis 15 ans. Et que c'est 2 fois moins important en augmentation que les années 2010-2016 sous deux majorités précédentes. Je rappelle aussi que pour la première fois depuis 2006, nous stabilisons la dette et l'année prochaine, nous commencerons un train de baisse de cette dette de 5 points, ça a été évoqué par Benjamin Griveaux. Pour résumer en quelques chiffres qui évidemment ne masquent pas les questions que vous allez évidemment poser dans la précision de vos propos, les prélèvements obligatoires baissent donc de 0,3%, le déficit de 0,3%, si on part du principe que nous partons de 9%, puis les dépenses publiques de moins 0,7%. Je crois que les engagements de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale sont tenus tout en transformant le pays, en prenant en compte le pouvoir d'achat. Un petit point, Madame la Présidente, si vous me le permettez, sur les emplois publics. Vous constaterez que nous avons une baisse nette de 1 600 emplois publics dans le budget. Cela cache 4 600 suppressions d'emplois publics, mais nous avons tenu les promesses du Président, notamment renforcement de policiers, de gendarmes ainsi que de magistrats. 1 600 suppressions. L'année dernière, c'était 14 000 créations. Il est bien difficile souvent de changer de politique au cours d'année. Nous voulons aussi souligner que c'est souhaité et que nous n'avons pas oublié la promesse des 120 000 suppressions partagées d'ailleurs avec les collectivités locales. Mais nous avons choisi de ne pas faire le rabot et de discuter syndicats, Parlement, ensemble des missions de l'État. Le Président de la République et le Premier ministre vont lancer la revue des missions par un comité qui s'appelle Action publique 2022. Il a jusqu'en février pour rendre un certain nombre de conclusions. Le Parlement va se saisir de ces conclusions durant, nous l'espérons, l'été de l'année prochaine. Et nous mettrons, une fois que nous aurons décidé collectivement, après un débat politique qui ne manquera pas d'être nourri, ce que sont les missions de l'État, ce qu'on doit continuer, ce qu'on doit refaire, ce qu'on doit faire différemment, ce qu'on doit peut-être arrêter, quels seront les moyens et donc les crédits budgétaires et quels seront les moyens aussi humains, c'est-à-dire les équivalents temps plein dans la fonction publique que nous y mettrons en face. Il s'agit donc d'une promesse qui n'est pas arrêtée, mais nous préférons faire la définition, la transformation de la politique publique plutôt que de faire du rabot qui parfois n'a pas été extrêmement efficace dans toutes les missions de l'État. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Bien, nous allons passer aux questions. Le rapporteur général, en premier lieu, va vous questionner et je vous suggère de lui répondre avant d'ouvrir la liste des collègues déjà nombreux qui souhaitent s'exprimer. Monsieur le rapporteur général. Merci, Madame la Présidente. D'abord, merci, Messieurs les ministres, de venir nous présenter le projet de loi de finances
juste après la présentation au Conseil des ministres, jusqu'après son adoption au Conseil des ministres. Bon, dans cette configuration et compte tenu du temps imparti, évidemment, je ne vais pas porter un jugement global. Je voudrais quand même apporter une appréciation positive sur un certain nombre de mesures. Certaines sont d'ordre général. À l'instant, nous recevions Didier Migaud en sa qualité de président du Haut Conseil. Bon, et c'est vrai que les hypothèses de croissance sont cette année plus en phase, quasiment totalement en phase avec le consensus des économistes. Je crois il faut le noter, c'est appréciable. Et on va sans doute vers plus de sincérité budgétaire, ce qu'on a pu regretter. Certains l'année dernière ont pu regretter. En tous les cas, je pense que de ce point de vue-là, il y a des améliorations. Je remarque qu'il y a aussi des mesures d'économie qui sont directement en phase avec les propositions qu'a fait le Sénat. Jour de carence, on n'a pas parlé, mais le Sénat l'a proposé dans sa majorité chaque année. Dans des mesures fiscales également, il y en a un certain nombre que nous avions proposées, qui sont, je m'en réjouis, retenues dans le projet de loi de finances. Benjamin Griveaux en a fait l'autre jour la promotion à Londres sur le sujet de la compétitivité des places financières, la suppression de la taxe sur les salaires, d'une tranche de la taxe sur les salaires, par exemple. C'est des mesures que nous avions proposées et qui sont retenues. Donc, encore une fois, il y a un certain nombre de motifs de satisfaction. Et puis, un motif de satisfaction que tous les collègues, je pense, vont partager, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, en effet, la diminution de la réserve de précaution et la meilleure budgétisation des certain nombre de crédits. Je crois qu'on est tous ici, nous sommes tous rapporteurs spéciaux et il y a malheureusement beaucoup de missions sur lesquelles on constate de manière récurrente des sous-budgétisations chroniques. Voilà, c'était cité sur l'hébergement d'urgence. Il y en a d'autres et là, de ce point de vue, quand la réserve de précaution était à 8%, nous nous posions des questions sur le rôle des parlementaires. Après tout, si on avait monté à 100%, on n'avait plus besoin d'exister. Là, sans doute, ça met plus en tension les responsables de mission et une plus grande exigence. Et on se réjouit, en tout cas, que ça aille dans le bon sens. Alors, j'ai néanmoins un certain nombre de questions. La première... elle fera la transition avec l'audition du président du Haut Conseil que nous avions eu juste avant vous. Vous avez dit à l'instant, Monsieur le ministre Darmanin, les engagements européens de la France sont tenus. Il y en a néanmoins un qui n'est pas tenu. Alors ce n'est pas forcément ce qui passionne les foules, c'est la question de l'ajustement structurel qui est très faible en 2017, quasiment inexistant en 2018. C'est pas conforme à nos engagements européens. Il faudrait normalement avoir un ajustement supérieur à 0,5 points de PIB. Bon, et concrètement, l'effort est reporté surtout sur la fin du quinquennat. Alors, question très concrète, est-ce que vous avez obtenu de la part de la Commission européenne une dérogation ou un ajustement, puisque nous ne respectons pas un engagement, celui de notre ajustement structurel. Ma deuxième question porte sur les baisses d'impôts. Donc elles ont été détaillées. Donc il y en a, moi je les partage sur un certain nombre. Il n'y a pas de discussion pour un certain nombre de fonds. Bon, néanmoins, le chiffre de 10 milliards d'euros de baisse d'impôts, il inclut évidemment un certain nombre de mesures. Vous voyez, Claude Raynal, je suis honnête, qui était déjà dans la loi de finances initiale, à peu près 7 milliards d'euros. Et il y a aussi, c'est tout assumé, des hausses d'imposition, notamment sur la fiscalité écologique. Alors moi j'ai une question, par exemple, et dans les compensations, il y a notamment la hausse de la CSG, dont on a bien compris à travers le petit livret jaune qu'elle avait une finalité, mais c'est dans le PLFSS. Quel est exactement le rendement net de la hausse de la CSG? Combien ça va rapporter? Est-ce que c'est bien 4,5 milliards la hausse de la CSG? Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre exact, même si c'est dans le PLFSS? Ma deuxième question porte sur les économies. Bon, alors les économies, là aussi, vous avez dit, et c'est très juste, c'est un effort sans précédent, donc c'est très ambitieux, c'est vrai, mais il faut le tenir, et le tenir, ça veut dire le documenter mieux, même si on est à peu près à 14 milliards d'euros. Alors c'est vrai que c'est ciblé, le logement c'est ciblé, les contrats aidés, c'est pas forcément une opposition du Sénat, là-dessus on a fait des propositions pour la majorité sénatoriale, donc la question c'est bien d'identifier de manière concrète les pistes d'économie. Alors vous avez dit il y aura un BOSIG Action publique 2022.
Le problème, c'est que par le passé, on a eu d'autres belles phrases. On a eu la MAP, la modernisation de l'action publique. Nous avons eu les revues de dépenses. Les revues de dépenses, on nous avait annoncé que c'était l'alpha et l'oméga, que tout allait être revu, qu'on allait revoir en fond, qu'on ferait des économies structurelles. Et les revues de dépenses, ça s'est donné lieu à des rapports qui se sont accumulés dans une armoire de mon bureau et on n'en a plus du tout entendu parler. Donc voilà concrètement comment faire que ce processus de la modernisation de l'action publique 2022, c'est ce que la majorité sénatoriale appelle de ses voeux, des économies de structure, et pas juste des coups de rabot. À ce point de vue-là, on se rejoint. Comment faire en sorte que ça ne soit pas simplement une incantation ou une xème mission qui connaissent le même sort que la MAP ou les revues de dépenses, je veux dire, qui ne débouchent en clair que sur aucun résultat de concret. Donc concrètement, comment allez-vous assurer des résultats que vont donner ce processus que vous appelez Action publique 2022. Et puis, je finirai, mais les collègues vont certainement compléter, par une question, ça a été abordé sur les collectivités locales. Donc là, il faut souligner ce qui est favorable, c'est-à-dire ne pas avoir de baisse de dotation et avoir sans doute une action plus ciblée, un processus plus responsabilisant avec les collectivités. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez, au-delà de ça, nous apporter deux précisions? Est-ce que l'effort qui va être demandé aux collectivités ne sera pas supérieur à leur poids dans le PIB, c'est-à-dire concrètement 20%? Très honnêtement, Gérald Darmanin l'a reconnu à chaque fois en disant les collectivités ont beaucoup donné sur les fameux 50 milliards d'euros qui étaient promis à travers les baisses de dotation, c'est réel. Est-ce que cet effort sera... on a l'impression qu'à ce stade, pour nous, c'est plus de 13 milliards d'euros, mais peut-être qu'il faudra bien le rechiffrer. Et puis, quels sont les critères, c'est-à-dire ça reste à définir, que l'on peut envisager pour la contractualisation. Je pense que si on va vers des contrats avec les collectivités, c'est une nouvelle méthode. C'est une méthode qui, pour ma part, me convient assez bien. Qu'est-ce qu'on met dedans et comment, de fait, les collectivités seront-elles associées à l'effort de réduction des dépenses publiques? Est-ce que c'est des économies par échelon de collectivité? Est-ce que ce sera un contrat type? Peut-être vous avez des précisions à nous apporter de ce point de vue. Bon. J'arrête là parce que je crois que la liste des collègues s'allonge sur la feuille de la présidente et je ne veux pas monopoliser. Monsieur le rapporteur général, la liste est longue, mais l'exercice que nous aimions faire ici pour nous défier nous-mêmes, c'était question 2 minutes. Je crois utile de préciser que nos ministres aimeraient rester avec nous très longtemps, mais 18 heures me paraît une date possible, un horaire possible. Donc vous êtes nombreux à être inscrits, en effet. Donc question brève, si vous voulez bien, pour être efficace. Pour être efficace. Voilà, donc en premier lieu, c'est le ministre Benjamin Griveaux qui va répondre aux premières questions du rapporteur général. J'annonce les inscrits. Éric Bocquet, Bernard Delcros, Claude Rénal, André Gattolin, Dominique Delège, Claude Nougin, Marc Laménie, Fabienne Keller, Richard Young, Charles Guenet, Vincent Eblé, Jacques Chiron. Bien. C'est liste 1, ça. On peut en ajouter 1 ou 2 encore si vous voulez. Voilà. Merci Madame la Présidente. Comme vous imposez un rythme dense aux interrogateurs, celui qui est interrogé, je vais répondre encore plus rapidement pour essayer de nous permettre d'avoir des échanges suffisamment nourris et de répondre au maximum aux interrogations qui sont les vôtres. Le Conseil avait adressé pour répondre sur le structurel. On a un objectif de 0,1 en 2018 et de 0,3 en 2019 sur le sol structurel. Vous le savez, le Conseil a adressé au printemps dernier une recommandation pour ramener le déficit en dessous des 3%. C'est l'objectif et c'est l'exercice auquel nous sommes livrés cet été. Je rappelle le ministre Darmanin les éléments qu'il vous a confiés tout à l'heure, 3,4%, et nous arrivons à 2,9 en fin d'année. Donc ça, c'est un élément important. On est assez confiant sur notre capacité à pouvoir faire sortir la France de la procédure de déficit excessif. Cette appréciation de notre solde structurel, elle sera faite par la Commission au regard des différentes réformes structurelles que nous aurons mises en œuvre. Il y a des premières réformes qui sont contenues dans le projet de loi de finances, d'autres seront présentées aussi demain, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, nous avons bon espoir que dans la transformation qui pèse à la fois sur le modèle économique et sur le modèle social, et dans la baisse engagée sur les dépenses publiques, nous puissions satisfaire aux besoins de la Commission. L'ajustement qu'on a prévu donc pour 2018, c'est 0,1, et ça permettrait de ne pas dévier significativement
les recommandations qui ont été adressées à la France par le Conseil. La Commission devrait rendre un avis mi-octobre. Nous avons évidemment un dialogue, comme vous l'imaginez, quotidien avec la Commission pour convaincre d'abord des mesures et des réformes que nous engageons, et puis pour pouvoir travailler sur le long terme. Simplement sur la CSG, la baisse de 3,15 de cotisation, c'est un coût de 18 milliards, et la hausse de 1,7 de CSG, c'est 23, donc le solde, c'est 5. Monsieur le ministre Darmanin. Oui, peut-être rester sur les questions collectivités locales, me concentrer sur ce point, parce que sur l'action publique Val 2, à part vous dire qu'on croit en ce qu'on fait, monsieur le rapporteur général, je vais avoir du mal à vous convaincre, si ce n'est de vous dire que c'est vraiment le contraire du rabot. Et j'entends qu'il y a deux politiques publiques qui connaissent des transformations et des baisses de crédit importantes parce qu'il y a transformation. On peut dire qu'il n'y en a pas assez. Si on en fait 2 ou 3 par an, on aura bien travaillé parce que à la fois j'entends les critiques sur les contrats aidés, sur les APL, et en même temps j'entends que finalement c'est pas assez. C'est pas vous qui l'avez dit, mais c'est les débats qu'on a pu avoir en commission des finances de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est la première fois que l'on ne propose pas autant de choix. Et ces choix d'ailleurs tout à fait discutables parce qu'ils sont politiques. Mais nous souhaitons que chaque année 2 ou 3 grandes politiques publiques. Je crois que Madame la ministre de la Culture a annoncé un certain nombre de choses cet après-midi sur l'audiovisuel, que 2 ou 3 grandes politiques publiques connaissent cette transformation et qui n'est pas fondée sur une revue d'émission et une baisse du 1 sur 2 dans la fonction publique, qui a pu avoir son utilité au moment où ça a été fait, mais qui, je crois, désormais rend un peu impossible le bon management de la fonction publique et notamment de la fonction publique d'État. Et ça va de pair sans doute avec la réflexion autour de ce qu'est la fonction publique, sa façon d'être rémunérée et la façon dont évidemment... Pardon ? Son temps de travail. Mais écoutez, monsieur le rapporteur général aura l'occasion d'en discuter et je suis sûr que vous allez pouvoir poser un certain nombre d'amendements et vous réjouir que dans ce projet de loi de finances, nous avons fait à la fois le jour de carence et non-augmentation du point d'indice, ce qui, je crois, était déjà une première chose courageuse quand on sait qu'aussi il y a dans la fonction publique et notamment dans la fonction publique d'État et territoriale et hospitalière des gens qui en catégorie C, eux, sont mal payés, mal rémunérés et pas toujours payés au mérite. Je pense qu'il y a à voir derrière cette question de la fonction publique peut-être un peu moins de réflexe collectif pavlovien et un peu plus de réflexion. En tout cas, nous y travaillons et c'est évidemment pas simple parce que derrière, il y a toujours beaucoup... Non, je n'ai pas tellement Madame Keller, c'est pas simple pour le rapporteur général. Je ne me serais pas permis de me fâcher avec le rapporteur général. Non, mais je me permettais d'avoir une réflexion collective sur cette question très compliquée qui est finalement la modernisation de la fonction publique et l'adaptabilité du statut. Sur les collectivités locales, je voudrais que nous ayons quelques instants de réflexion collective parce que j'entends, si j'exporte le débat de l'Assemblée nationale, ici, à la fois des reproches extrêmement forts sur les baisses de dotations, reproches que je partage et qui, à mon avis, ne méritent pas d'être diminués. La baisse des dotations aux collectivités locales de manière unilatérale ne prend pas compte ni la réalité des territoires, ni la difficulté des élus locaux, ni parfois les transferts qu'ils ont eu à subir et ni n'encourage pas l'investissement alors qu'on sait que 60%, il y a des chiffres à 70, mais 60% en mettant les dépenses militaires et de recherche sont d'investissement local. Donc il fallait que nous trouvions, je suis un petit peu fatigué, une équation qui respectait les territoires, permettait de contribuer à la dépense publique maintenue, respecte la liberté des collectivités locales, tout en comprenant qu'il fallait moderniser la relation entre l'État et les collectivités. Et le président de la République, d'ailleurs, a résumé cette équation dans la conférence nationale des territoires ici, en disant, voilà, nous allons baisser de 2,6 milliards d'euros par an la dépense des collectivités locales, mais nous n'allons pas baisser les dotations. Ce que nous vous proposons dans les articles du projet de loi de finances, qui d'ailleurs ont été validés par le Conseil d'État, mais qui comportent sans doute un risque pour les finances publiques, et je voudrais ici le souligner, d'ailleurs je crois que très légitimement monsieur le président Migaud a dû le souligner devant vous, c'est que nous faisons le pari de l'intelligence territoriale. Nous partons du principe que nous pouvons travailler avec les élus locaux, avec tous les élus locaux qui sont de bons gestionnaires, pour l'extrême majorité d'entre eux, de la maîtrise de la dépense publique. Donc nous ne baissons pas les dotations, et nous demandons, à la hauteur de leur pourcentage de dépenses publiques dans la dépense publique générale, monsieur le rapporteur général, donc je le répète ici, 1/5 de l'effort. Auparavant, ils en faisaient 1/6 de l'effort, auparavant, ils en faisaient 1/5. 1/6, ça correspond à 20% de leurs dépenses publiques. Et nous leur demandons de pouvoir réfréner leurs dépenses publiques tendancielles. C'est-à-dire que s'ils font 100 cette année, en 2017, de dépenses de fonctionnement,
je ne parle pas des dépenses d'investissement, fonctionnement avec annexe, avec budget annexe, mais on ressort l'investissement parce que nous voulons justement l'encourager. Nous souhaitons que la tendance, par exemple, on en reparlera peut-être plus longuement lors du débat parlementaire, était à 2,5 dans les 10 dernières années, donc ils devraient faire 102,5. Et évidemment, derrière tout ça, il y a plein de réalités différentes, j'y reviendrai. On leur demande de faire 1,2, c'est-à-dire 101,2. On ne leur demande pas de diminuer leurs dépenses, on leur demande de diminuer leur tendanciel. Et c'est la différence entre le 102,5 et le 101,2 sur les 319 plus grosses collectivités, toutes les régions, tous les départements, toutes les communes de plus de 50 000 habitants, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, que nous trouvons, c'est 2,6 milliards. Dans les documents, vous voyez parfois 3 milliards. C'était pour aussi dire que nous avons 500 millions d'euros d'économies sur le Grand Paris, la Société du Grand Paris, qui pourrait nous amener, la société, je veux bien préciser, qui pourrait nous amener d'ailleurs à un long débat, mais on ne va peut-être pas s'y attarder maintenant. Ce qui est important, donc nous 13 milliards, monsieur le rapporteur général, nous y tenons, et ce n'est pas 13 milliards de baisse de dotation, c'est 13 milliards de non-dépenses. Ça veut dire que pour la très grande majorité des collectivités territoriales, nous les encourageons à ne pas faire de dépenses publiques trop excessives, mais nous souhaitons dire que c'est aux 319 plus grosses, celles qui ont le plus de marge de manœuvre, et dont nous nous engageons à ne pas alourdir les dépenses tendancielles. C'est pour ça que nous faisons le jour de carence, c'est pour ça qu'on ne fait pas le point d'indice dans ces dépenses. L'année dernière, par exemple, les dépenses étaient 0,6 de personnel, alors qu'il y avait le GVT et le point d'indice. Ça nous paraît dur, mais faisable. Et pour avoir géré une des collectivités, comme beaucoup ici, qui est dans ce cadre-là, je pense que cela est totalement possible. Soulignez que, quand vous dites qu'est-ce qui vous assure qu'elles le feront, d'abord, effectivement, l'intelligence territoriale. Et en 2019, mais nous aurons, je pense, un échange très important en projet de loi de finances, nous souhaitons mettre en place un système de bonus et de malus pour celles qui n'auront pas respecté leur contrat. Moi, ma position personnelle, mais elle est ouverte évidemment aux associations d'élus à qui on a présenté ça au comité des finances avec Madame Gouraud, mais aussi évidemment ici, c'est un système de bonus en dotation d'investissement pour celles qui réussissent le contrat, afin de les encourager à investir, et un système de malus pour celles qui n'auraient pas réussi. Il y a dans le contrat l'idée d'adaptation, et il appartiendra au préfet, sous l'autorité des deux ministres de l'Intérieur et de l'Action et des Comptes Publics, puisque l'administration fiscale sera aux côtés des préfets pour cela, d'adapter selon les réalités territoriales. Il y a des collectivités qui vont connaître une très forte augmentation de leur dotation. C'est le cas des régions, qui ont désormais dans le PLF un point de TVA et des recettes extrêmement dynamiques. Ce sera plus de 700 millions sur l'intégralité du quinquennat. Et il y a des collectivités, vous le connaissez, vous en présidez, monsieur le rapporteur général, qui ont plus de difficultés, les mineurs isolés, le RSA, c'est le cas des départements. Il y aura une discussion spécifique avec elles. Il y a des communes qui connaissent de la population qui augmente. Tourcoing, par exemple, a une population qui augmente, et il y a des communes qui ont des grosses communes qui ont des dotations qui parfois baissent, et donc une dépense publique qui devrait normalement baisser, puisqu'ils ont moins d'habitants. Il appartient à chacun d'adapter le contrat. Nous définirons ensemble quelles sont les grandes lignes de ce contrat. Nous y voyons deux critères personnellement, et je m'arrêterai là, Madame la Présidente, mais je pense que c'est un sujet extrêmement important pour l'ensemble des élus ici présents. D'abord, un autofinancement qui doit être amélioré, parce que nous pensons tous, et je sais que vous le pensez aussi, que c'est en améliorant l'autofinancement que l'on peut faire un investissement qui n'est pas fondé sur une dette excessive, mais qui est fondé sur ses propres ressources. Et pour éviter que cet autofinancement amélioré puisse ne pas être simplement une augmentation d'impôts, ce qui pourrait être la tentation, parce que je vous rappelle que dans le dégrèvement de la taxe d'habitation, il y a la liberté des taux laissés aux élus locaux et particulièrement aux communes. Nous souhaitons que ce premier critère d'autofinancement soit corrélé avec un deuxième, qui est celui de la dépense tendancielle, que nous avons pour l'instant mis à 1,2 dans le projet de loi de finances. Et ces deux critères font que nous trouvons nos 2,6 milliards d'économies de non-dépenses tendancielles et non pas de baisse de dotation. Ça me paraît un système peut-être plus risqué, peut-être plus novateur, plus transformant, mais plus intelligent que la baisse de dotation unilatérale. Merci, Monsieur le Ministre. Éric Bocquet va prendre la parole. Il sera suivi de Bernard Delcros. Oui, merci Madame la Présidente. Une remarque d'emblée, c'est que ce projet de budget s'appuie sur le principe de dogme de la réduction nécessaire de la dépense publique. Mais bon, la dépense publique n'est pas forcément par nature mauvaise. On en connaît tous des exemples qui sont socialement utiles, voire indispensables, et d'autres économiquement efficaces. Je pense aux dotations des collectivités notamment. Et la conséquence de la baisse des dotations ces 3 dernières années a amené à une baisse sensible de l'investissement des collectivités, donc conséquence sur l'emploi et l'activité économique sur les territoires. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, nous sommes dans un pays où la richesse, le patrimoine a fortement augmenté ces 20 dernières années. Les 10% de Français les plus riches détiennent 56% de la richesse.
quand les 10% les plus pauvres se partagent les 5% du reste. Et dans le même temps, la pauvreté est constatée chaque année, elle s'installe, elle s'enquiste profondément dans notre société, et c'est à ce moment-là que vous décidez d'alléger considérablement l'ISF, qui ne va plus rapporter qu'1 milliard d'euros, au lieu des 5 et quelques qu'il rapportait jusque-là. Et vous supprimez également la taxe sur les dividendes. Or, on sait que la France, ça a été constaté par différents rapports, a été l'an dernier le championne d'Europe de distribution des dividendes, quand dans le monde entier, ce montant avait tendance à diminuer. Donc j'ai un peu de mal à comprendre votre logique par rapport aux objectifs que vous vous donnez. Deuxième chose, je n'ai pas entendu grand-chose sur la lutte contre l'évasion fiscale. Vous avez évoqué les GAFA. Vous savez bien qu'au niveau européen, il faudra remettre en question, si c'est votre volonté, le principe d'unanimité des décisions en matière fiscale au sein de l'Union européenne. Je suis prêt à vous soutenir, mais bon courage, il y a beaucoup de travail à faire. Troisième point, sur les collectivités locales, la taxe d'habitation supprimée, dont on nous dit qu'elle serait compensée. Les élus ont été échaudés après la suppression de la TP, comme vous le savez, qui fut compensée un temps, mais pas à l'euro près, comme ça avait été annoncé. Et je constate sur le projet 2018 que la dotation de compensation concernée passerait de 3 milliards en 2017 à 2,8 milliards en 2018, d'où l'inquiétude exprimée par les élus locaux et les grands électeurs dimanche dernier à l'occasion des sénatoriales. Ça ne peut pas être étranger à ce fait-là. Quatrième et dernier point, vous évoquez la dette. Vous prévoyez un remboursement à hauteur de 41,2 milliards d'euros au titre des intérêts du service de la dette, comme on dit. L'an dernier, la France avait versé 44,5 milliards d'euros d'intérêts et avait réemprunté sur l'année 185 milliards d'euros. Savez-vous combien la France envisage de réemprunter au titre de 2018? Merci. Merci à Éric Bocquet pour la clarté, la rapidité de son intervention. Bernard Delcros va faire de même. Et Claude Rénal, j'en suis certaine, aura à cœur de poursuivre. Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les Ministres de cette présentation. Le temps nous étant compté, je vais concentrer mon propos et puis quelques questions sur la question des collectivités locales et avec de nombreux points de satisfaction et puis évidemment quelques inquiétudes et quelques questions. D'abord, je me réjouis que ce budget qui porte des transformations en profondeur et des économies substantielles préserve, j'allais dire, les collectivités, plus exactement les territoires et l'investissement dans les territoires, parce que c'est ce qui compte. Donc évidemment, je me réjouis du maintien de niveau de DGF. 10 milliards, les collectivités ont contribué à peu près à hauteur de 10 milliards ces dernières années. Je pense qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans la contribution des collectivités au titre de la baisse de la DGF. Je constate aussi que vous prorogez, ce qui me paraît important, la garantie de la DGF forfaitaire pour les collectivités, pour les communes qui souhaitent se regrouper en communes nouvelles en 2018, c'est un point important. Je constate également avec beaucoup de satisfaction une hausse de la péréquation verticale à hauteur de 190 millions d'euros. Alors certes, la moitié de celle de l'année dernière, mais l'année dernière, elle était élevée aussi pour venir absorber une partie de la baisse de la DGF forfaitaire. Et enfin, je me réjouis que vous mainteniez la péréquation horizontale à travers le FPIC à environ 1 milliard d'euros. Sur les enveloppes qui concernent le soutien à l'investissement des collectivités, même chose. Moi, je suis vraiment satisfait que vous mainteniez le niveau élevé qui avait été d'ailleurs porté à un niveau très élevé par le gouvernement précédent concernant la DETR autour de 1 milliard d'euros et concernant la dotation de soutien aux investissements locaux. Là, j'ai quelques questions. J'ai noté que vous mainteniez les contrats de ruralité avec 45 millions d'euros. Est-ce qu'il s'agit d'honorer, première question, les contrats de ruralité qui ont été signés sur la période des 4 ans, ou est-ce que la possibilité est ouverte à la signature de nouveaux contrats de ruralité? Et deuxièmement, j'ai pu relever que vous réserviez 50 milliards d'euros à la modernisation des collectivités locales. Je voudrais en savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous entendez par la modernisation des collectivités locales? Concernant l'effort qui doit être porté sur la limitation de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, en fait pour favoriser l'investissement, moi je me réjouis aussi que vous l'ayez concentré sur les 319 collectivités les plus grosses qui ont le plus de moyens et sans doute qui portent l'essentiel de la dette publique et de la dépense publique. Alors il y a un sujet que je ne comprends. 2 minutes et demie. Ah oui, pardon. Tout augmente. Il y a un sujet vraiment que je ne comprends pas et j'aimerais des explications, c'est la suppression du prêt à taux zéro
dans les départements ruraux. Parce que là, très franchement, les jeunes qui ont besoin d'accéder à un premier logement, qu'ils soient en milieu urbain ou qu'ils soient en milieu rural, ils ont les mêmes problématiques. Et j'aimerais savoir quelle économie ça engendre pour l'État, parce que je ne comprends vraiment pas cette mesure. Merci. Deuxièmement, je voudrais, sur la taxe d'habitation, c'est promis, je m'arrête. D'autres collègues auront des questions. Sur la taxe d'habitation, on a compris le mécanisme de dégrèvement. Je voudrais savoir quelle sera l'année de référence pour le dégrèvement appliqué en 2018. Voilà, et je m'en tiendrai là. Merci. 3 minutes 30, mon cher collègue. Claude Rénal, moins. Ensuite, André Gatolin qui fera... Ça commence bien. Encore. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, vous avez tout à l'heure évoqué le Haut Conseil. Le Haut Conseil, en 2015, disait que le chiffre de 1,5% de croissance était optimiste. Heureusement, vous avez 1,7% et ça permet effectivement de faire plus de choses. Quelques points positifs, je voudrais démarrer par cela. D'abord, la réduction ou la suppression de sous-budgétisation, comme cela a été évoqué, nous sommes tous satisfaits de ce point qui, d'année en année, nous agaçait. Deuxième point, la baisse du taux de mise en réserve, tout ça, c'est une chose positive, nous en prenons acte. La réforme de l'ATH, nous le regardons positivement. Voilà. On verra, on rentrera dans les détails, évidemment. Tout est dans les détails, vous le savez bien, mon cher collègue. Bien, sur les points négatifs, alors les choses qui ne passent pas du tout, sincèrement, prélèvement forfaitaire unique, modification de l'ISF en impôt sur l'immobilier, ça, dans la période où on demande des efforts à l'ensemble des Français, ce bénéfice à quelques-uns ne nous convient pas, quelle que soit l'histoire qu'on peut raconter autour, en particulier comme il n'y a pas de fléchage des gains des familles qui en bénéficieront vers l'entreprise, eh bien, on ne sait pas où cet argent ira. Il peut très bien aller finalement sur autre chose que sur du placement industriel, donc défavorable de principe. Après, on verra dans le détail. 3 questions. Première question, suppression de l'ISF PME du fait de la suppression de l'ISF. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y aura un autre mécanisme d'aide finalement aux PME? C'était un système qui marchait assez bien. Deuxième question, le relèvement du plafond pour les micro-entrepreneurs. Ça, il faut faire attention à ce sujet, on y reviendra. On est un peu méfiant là-dessus, en tout cas je suis un peu méfiant là-dessus, et je me méfie toujours des questions de concurrence déloyale. C'est un système qu'il faut regarder dans le détail avant d'aller plus loin, me semble-t-il. Troisième question, la proposition pour 2019 de la transformation du CICE en baisse de charges, aujourd'hui c'est demandé par qui, très sincèrement, et est-ce que ça vaut le coup finalement de remonter à 3% de déficit, alors qu'aujourd'hui il me semble qu'aucune organisation patronale ne le demande plus. Quatrième, et j'en finis, sur la réforme des collectivités, on aura tout un débat, mais vous nous donnez une petite information, 101,2%, juste vous n'avez pas dit si c'était très simple, hors inflation ou avec inflation. Voilà, c'est ce premier point. Et puis, ça a été négocié où, ce 1,2%? Je croyais qu'on négociait tout aujourd'hui entre le gouvernement et les collectivités territoriales. Merci à Claude Rénal. André Gatolin va prendre la parole. Il sera suivi de Dominique Delèche. Oui, merci Madame la Présidente. En tout début de présentation, le ministre Griveaux a évoqué l'innovation, l'attractivité, repris en cela d'ailleurs par notre rapporteur général sur quelle est la politique globale d'attractivité. Alors, je sais qu'un budget, c'est justement l'expression de la politique en silo, celle à laquelle se refuse le gouvernement. Donc, au-delà de ce qui est fait en matière d'accessibilité du capital, de transformation du travail, quid de l'innovation et de la recherche, parce qu'on peut critiquer le budget européen pluriannuel, mais enfin, il y a une grosse section innovation et recherche et qui me semble absolument indispensable dans cette politique de transformation. Est-ce qu'on peut en avoir une visibilité plus large? Souvent on demande à ce qu'on ait des agrégats, en tous les cas les mesures se cumulent, je dirais, secteur par secteur. En particulier, il y a un élément qui a été évoqué toujours dans votre présentation sur le CIR sanctuarisé et les possibilités de lui trouver d'ailleurs un développement différent. Et puis la question dont on a entendu parler à la fin août, qui est le fameux fonds de 10 milliards d'euros sur l'innovation de rupture. Alors, moi j'avais entendu qu'elle serait largement fléchée vers les collectivités
collectivités territoriales et plutôt dans des actions de transition numérique et écologique. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Enfin, c'est ce qu'on avait lu dans la presse, dans un article du Monde à la fin août. Donc, quid de ce fonds d'investissement? Parce que c'est vrai que c'est très attendu aujourd'hui par les collectivités territoriales en contrepartie, je dirais, un petit peu des efforts qui sont demandés. Je vous remercie. Merci, parfait pour le temps, mon cher collègue. Dominique Delège, ensuite Claude Nougin. Merci Madame la Présidente. Deux questions. Le Premier ministre a annoncé un plan d'investissement de 57 milliards. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu comment ça s'articule par rapport à la projection budgétaire que vous nous avez faite tout à l'heure, avec derrière cette question une inquiétude. On a vu ce qu'il en était du PIA, comment ça va s'articuler. On a vu que le PIA avait servi à financer des choses qui ne relevaient pas véritablement d'un programme d'investissement d'avenir, mais souvent de financer des investissements qui n'avaient pas été prévus ailleurs. Je pense notamment à la manière dont on est intervenu sur le CEA. Deuxièmement, ça ne vous étonnera pas sur le budget de la défense, plus 1,8 milliard. C'est une manière de présenter les choses. J'ai envie de dire qu'il y a déjà 0,8 qui sont du rattrapage de 2017. Et deuxièmement, il y a 200 millions supplémentaires sur les OPEX. Je m'en réjouis parce qu'on va vers plus de sincérité, mais on sait que les OPEX, c'est plutôt 1,2 milliard. Donc je voulais en savoir un petit peu plus clair, sachant que comment vous allez financer les OPEX sur 2017 ? Qu'est-ce qui va se passer sur 2018 si on dépasse les 650 millions que vous avez prévus? Et on sait déjà que ce sera sans doute 1,2 milliard. Merci. Merci, parfait pour le temps. Claude Nougin, ensuite Marc Laménie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Griveaux avait évoqué tout à l'heure un prélèvement forfaitaire de 30% sur le revenu du capital. J'ai une question très courte. Faut-il ajouter à cela la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus? Si c'était le cas, je pense qu'il faudra enlever le mot exceptionnel et puis on ne pourrait plus parler de flat tax. Merci. Merci, parfait. Marc Laménie, ensuite Fabienne Keller. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à messieurs les ministres pour vos interventions. Ma question concernant, vous avez évoqué les économies qu'il convient de faire sur certains postes, sur certaines missions. Votre ministère a aussi des moyens humains qui sont importants, des personnels qui sont nos interlocuteurs aussi de proximité dans nos départements respectifs. Quelles sont les perspectives au niveau notamment dans les trésoreries, entre autres, quelles sont les perspectives? Il y a eu des regroupements de trésoreries, entre autres. C'était aussi ma question à ce niveau-là. Concernant la relance de l'investissement, secteur du bâtiment et travaux publics, donc c'est pas simple à ce niveau-là. Quels seront les moyens donnés aux collectivités territoriales? Ça a été évoqué sur le transfert des recettes de l'État en direction des collectivités territoriales. Ça tourne autour toujours de 47 milliards d'euros. Les collectivités territoriales sont quand même aussi des donneurs d'ordre importants, comme peut l'être aussi l'État. Est-ce qu'on pérennisera aussi ces moyens-là? Et concernant les recettes fiscales, sur la TVA, quand même la TVA, avec des taux différents, comme sur le bâtiment, des taux qui étaient à 5,5, c'est passé à 10, des taux de TVA différents. Quelles sont les perspectives aussi sur les taux de TVA? Je vous remercie. Merci Marc Laménie. Fabienne Keller va s'exprimer. Richard Young. Merci beaucoup, messieurs les ministres. Merci pour cette présentation claire. Nous saluons sur tous les bancs la sincérisation des comptes qui sont présentés, notamment les lignes sous-dotées. Non, Allez, ne l'interrompez pas. C'est Fabienne Keller qui a la parole. Sincérité. Je pense par exemple à l'AH, dont on savait chaque année qu'elle était sous-dotée et que, voilà, on savait tous que... 4 questions, si vous me le permettez.
Nous avons essayé de vous écouter, Monsieur le Ministre, cher Gérald Darmanin, sur le mécanisme de réduction par rapport à la tendance des dépenses de fonctionnement. Mais comment est-ce que ça s'articule avec l'affichage des 2,7 milliards d'économies en niveau absolu affichés par ailleurs? Deuxième question. Les maires nous interrogent sur les mécanismes de compensation de la taxe d'habitation. Ce serait par dégrèvement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y aura réévaluation des bases et d'autre part, qu'en cas de surface supplémentaire, c'est-à-dire de construction nouvelle, elles seront bien prises en compte? Troisième question, n'est-il pas dommage que dans les affichages de déficit du résultat, du solde général, le bas du tableau de la page 4, on observe une augmentation du déficit budgétaire de la France, alors que par ailleurs, sur d'autres critères, vous êtes plus en ligne avec une orthodoxie budgétaire et les attentes, les exigences de l'Union européenne, mais qui, on peut le rappeler, ne sont que des exigences de gestion financière saine. Quatrième question, c'est un point d'actualité qui concerne le ministre de l'économie particulièrement. Alstom a annoncé hier, et les ministres ont confirmé ce matin le rapprochement avec Siemens. J'ai entendu les annonces, enfin les propos rassurants des ministres sur l'emploi. Néanmoins, quels éléments concrets pourriez-vous nous donner à ce sujet? C'est la dernière grande industrie, enfin c'est une des dernières grandes industries présentes chez nous, le ferroviaire. L'idée de faire un champion européen, pourquoi pas, mais quelles assurances pour le maintien des 11 ou 12 sites industriels sur nos territoires? Je vous remercie. Merci à Fabienne Keller. Richard Yung, ensuite Charles Guenet. Merci Madame la Présidente. Comme je soutiens les orientations qu'il y a dans ce projet de loi de finances sur la croissance, sur les dépenses, oui, Monsieur Raoul, peut-être n'est-ce pas votre cas, mais je le dis, il faut quand même qu'un certain nombre de gens le disent. Et sur l'évolution du déficit, il me reste des petites questions, voilà, des questions de détail. Première question, contentieux fiscaux. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous avez provisionné? Parce qu'on a 2-3 contentieux qui sont quand même entre 2 et 4 milliards d'euros. Bien. Je pense que vous avez regardé ça. Deuxième question, l'impact budgétaire du Brexit. Non pas pour 2018, parce que ce ne sera pas le cas, mais à partir de 2019. Le Royaume-Uni sort, il y a un trou de l'ordre de 20 milliards qu'il va falloir se répartir. Certains disent moitié-moitié, moitié par la réduction des dépenses, moitié par augmentation de dotation. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans le plan à 3 ans, le plan à moyen terme? Troisième question, c'était sur l'ISF PME, mais la question a déjà été posée par notre collègue Reynal. C'est vrai que ça fait quand même... je comprends pourquoi il est supprimé, puisque l'ISF en tant que tel est supprimé, mais dans la mesure où c'est un point important de soutien aux start-up, aux PME, 500 millions, voilà, ça fait pas, c'est pas très bon dans le paysage. Quatrième et dernier point, la réserve parlementaire, grand sujet qui intéresse le Sénat. Si j'ai bien compris, il y a une dotation complémentaire qui va être instaurée en quelque sorte, un fonds d'aide à la modernisation des collectivités territoriales pour 50 millions, ce qui est prévu dans le budget. Je comprends que c'est une bonne chose pour les départements et les communes, mais moi qui représente les Français de l'étranger et tout ce que nous faisons là-bas, je suis inquiet sur le fait que nous n'avons pas de mécanisme du même genre. Est-ce qu'on peut envisager quelque chose en la matière? Merci à Richard Yung. Charles Guenet va prendre la parole, ensuite Vincent Eblé. Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les ministres. Monsieur le ministre, je vous avoue mon intérêt pour la contractualisation que vous avez bien voulu évoquer avec les collectivités locales, ne serait-ce que pour l'avoir étudié un peu en Italie, où il y a un système similaire avec mon collègue Claude Reynal. Simplement,
ce système donc, qui va contractualiser avec 2 tiers des collectivités, enfin 319 collectivités qui représentent 2 tiers de la dépense, me semble assez intéressant. Simplement, vous avez évoqué les sanctions en répondant à monsieur le rapporteur général, qui ne sont pas forcément des sanctions, puisqu'on a un système de bonus-malus, hein, et qui va porter sur l'investissement. Donc vous évitez l'écueil un peu italien. Vous avez évité aussi le transfert entre collectivités, certes. Vous avez également pris derrière ces 319 collectivités, en réalité, d'autres collectivités, notamment les communes de plus de 10 000 habitants, où il y aura simplement le ratio d'endettement qui sera pris en compte, hein, je crois. La première question, ça veut dire que ça, quelque part, ça exclut l'immense majorité, enfin les 30 000 communes qui sont derrière. Pour autant, je ne pense pas que vous décréterez open bar. Hein. Je pense que donc. Non, ça, c'était et Christian Eckert. Si je puis me permettre cette expression. C'était Christian Eckert qui parfois. Ouais. Donc, évoquer l'open bar. Voilà. Alors, la question, c'est effectivement, elles peuvent être très certainement heureuses de ne pas avoir un système de contractualisation avec contrainte, mais de la même manière, elles ne pourraient pas bénéficier des bonis. Or, on peut penser que dans ces collectivités, il y en aurait. C'est la première question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et la deuxième question sera très brève. Après, les modifications de la suppression de la taxe professionnelle et aujourd'hui la suppression ou le remplacement de la taxe d'habitation, ne pensez-vous pas qu'il faut qu'on s'attache à modifier le système fiscal des collectivités locales? Vous ne nous en avez rien dit. Quelles sont vos idées sur le sujet? Merci. Merci à Charles Gonnet. Vincent Eblé, ensuite Jacques Chiron. Oui, mes questions vont porter également sur la question des collectivités territoriales, mais au lendemain de l'échéance électorale qu'on vient de connaître, vous comprendrez qu'on a été au contact avec de nombreux élus et que donc c'est présent à nos esprits. Alors je voudrais examiner la situation par niveau, déjà sur les régions. Je n'ai pas bien compris ce que le ministre Darmanin nous a dit tout à l'heure, parce que j'avais observé que cette question de la base de calcul de la fraction de TVA qui va être accordée aux régions entraînait une perte de 450 millions pour les régions en 2018, ce qui a juste contribué quelques présidents de régions de claquer la porte d'une récente réunion sur ce sujet. Donc je ne vois pas bien qu'on augmente leur dotation. En ce qui concerne les départements, je voudrais évoquer le maintien à très haut niveau des inquiétudes relatives aux questions de compensation du coût transféré pour le service des allocations individuelles de solidarité et singulièrement pour le RSA, dont le seuil s'établit désormais seulement à 57% de prise en charge par l'État. Le reste pour les départements sur leurs budgets généraux, ce qui évidemment crée des situations de crise absolument dramatiques et pour certains d'entre eux insolubles. Nous n'avons pas d'assurance sur le fonds d'urgence qui avait été débloqué ces dernières années précisément pour les situations budgétaires départementales les plus critiques à hauteur de 200 millions d'euros sur plusieurs échéances et de 50 encore l'année dernière. Le président de la République, vous l'évoquiez, M. Darmanin aussi, lors de la conférence nationale des territoires, avait exprimé un certain nombre de choses et entre autres il avait dit que seraient prises en compte les situations d'urgence. Donc qu'en est-il de ce fonds à destination des départements? Pour ce qui concerne les communes et le bloc communal, l'objectif général de maîtrise des dépenses de 13 milliards d'euros d'ici 2022 avec un calcul en fonction de la hausse tendancielle des dépenses des collectivités pose évidemment un certain nombre de questions relatives à la mise en œuvre, en particulier pour les collectivités pour lesquelles n'est pas envisagé de contractualisation et également pour la situation particulière des collectivités en situation de croissance soutenue. Je suis élu d'un département, la Seine-et-Marne, qui est le champion de France de la croissance démographique sur le moyen terme. Et nous avons déjà beaucoup souffert, par exemple, de la cristallisation de dotations du type de la DGF avec l'intégration dans la DGF de compensation de recettes fiscales propres, la part salaire de la
taxe professionnelle par exemple en son temps, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes excessivement en retard sur la DGF. J'avais d'ailleurs demandé, quand on a abandonné la réforme de la DGF commune, que l'on se penche sur une question peut-être un peu plus simple, parce que concernant moins de collectivités qui est celle des départements, je n'ai pas été entendu, mais il y a là bien une question particulière qui est celle de la juste rémunération de la croissance, parce que si on commence à désintéresser les collectivités de la croissance économique d'une part, on voit les effets, de la croissance logement, en particulier logement locatif social ou logement de toute nature à un moment où la France en a singulièrement besoin, on voit aussi les risques. Donc il y a là une question tout à fait importante, et je pense que dans ces éléments de transfert d'une recette fiscale directe par une dotation, il faut absolument intégrer les effets, je dirais, de rémunération de la croissance qui a son propre coût. Sans parler du coût permanent, récurrent, mais il y a même le coût juste d'investissement, par exemple, tout à fait important. La prise en compte des efforts de compétitivité de l'action publique également, qui a déjà été réalisé dans beaucoup de collectivités, n'est pas assurée par un dispositif qui viendrait à un moment T donné, mesurer les économies en termes de charges courantes de fonctionnement. Certains ont déjà fait ces efforts, partent d'un niveau qui est très bas, et ils ne verraient pas la rémunération de leurs efforts parce que ceux-ci s'établissent dans le passé, et c'est donc un vrai problème. Merci. Voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Jacques Chiron va prendre la parole, ensuite Éric Doligé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaiterais réagir aux annonces faites par le gouvernement mercredi dernier au sujet de la stratégie logement du gouvernement. On peut partager avec le gouvernement la volonté d'agir en faveur de ce qu'on appelle le choc de l'offre dans les zones tendues. On peut aussi souhaiter et agir pour une pause dans l'inflation des normes. Mais on ne peut que s'inquiéter de toute décision de baisse des APL et de baisse de loyer qui va placer les organismes dans des situations financières difficiles, très difficiles, au détriment des objectifs de production et d'amélioration de leur patrimoine. Sur la question du pouvoir d'achat des locataires, on peut cibler l'inflation des normes dans la construction et la gestion locative, source d'augmentation importante des charges locatives. Je rappelle qu'aujourd'hui, les charges locatives représentent à peu près 40% de la note globale du loyer. Il a été proposé par les organismes de logement des mesures concrètes pour faire baisser la facture des locataires afin de construire plus vite et moins cher. Monsieur le ministre, pour réussir le choc de l'offre dans les zones à fort enjeu ou encore la redynamisation des territoires, il faut disposer d'opérateurs en capacité d'agir. Or, toute décision de baisse de loyer impacte négativement l'autofinancement de façon significative, avec à la clé une moindre production de logements, mais aussi une baisse des investissements dans le parc existant et un affaiblissement accru de certains territoires qui sont déjà fortement touchés par un contexte économique difficile. Pour continuer à répondre aux enjeux du logement, les entreprises, que ce soit les offices, les ESH, les SEM de logement, doivent pouvoir agir avec visibilité, disposer d'un cadre réglementaire stable et garder une capacité d'adaptation aux décisions stratégiques. Des principes que vous avez beaucoup développés ces derniers mois dans d'autres domaines. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur le logement fait un certain nombre de constats et désigne des pistes qui peuvent être discutées avec toutes les structures qui construisent du logement social. Le monde du logement est prêt à contribuer aux nécessaires réformes du logement. Les APL en font partie. Mais la politique du rabot que vous faites en direction des locataires et des entreprises de logement social n'est pas acceptable. Politique du rabot que vous avez condamnée avec force et constance ces derniers mois. Alors, Monsieur le Ministre, êtes-vous en mesure de répondre aujourd'hui aux attentes et aux inquiétudes des entreprises, du logement, au service du choc de l'offre du logement que vous souhaitez? Merci à Jacques Chiron. Éric Doligé, notre dernier intervenant. Et j'aurai moi-même une petite question à la fin. Oui, messieurs les ministres, déjà par courtoisie, je vous dirais que je ne déposerai pas d'amendement. Donc, important. Sur le premier point, donc sur les 120 000 suppressions d'emplois,
J'aimerais avoir, si vous voulez bien, quelques précisions, puisque, d'abord, je voudrais savoir, c'est un chiffre net, bien sûr, sur la durée du mandat. Ensuite, je voudrais savoir comment ça va se répartir entre les collectivités locales et le niveau hospitalier. Est-ce que ça va être un 6e? Est-ce que ça va être une autre méthode de calcul? Et j'aimerais savoir également si l'effort qui sera fait au niveau de la réduction des emplois, l'équivalent de la dépense sera prise dans l'effort financier que feront les collectivités en matière de gestion. Ou est-ce que c'est un effort supplémentaire? Deuxième question rapidement, Monsieur le ministre Benjamin Griveaux, il nous a parlé de 5.3.1, donc j'ai bien retenu. Le 1, je crois que c'était le taux de prélèvement, c'était de baisser le taux de prélèvement sur la durée du mandat. J'aimerais simplement que vous nous rappeliez quel est le taux actuel de prélèvement et celui auquel vous souhaitez aboutir, et quel est en parallèle le taux de prélèvement en Allemagne. Merci. Merci beaucoup. J'ai moi-même une dernière question qui concerne la question des épargnants livrés A. Ça intéresse beaucoup de personnes, bien sûr. Ça n'est pas de nature législative, certes, puisqu'il y a un gel, mais le gouvernement a-t-il chiffré le manque à gagner qui résulterait pour les épargnants? Et on annonce une nouvelle modification de la formule de calcul. En quoi consiste-t-elle? Est-ce prêt? En quoi consiste-t-elle? Et à quel moment en informerez-vous donc le Parlement si tel est le cas? Voilà, je vous donne la parole dans l'ordre souhaité, messieurs les ministres. Ministre Darmanin. Merci. Beaucoup de questions. Je vais essayer de ne pas les oublier, mais si j'en oublie quelques-unes, je suis certain que vous me les rappellerez, y compris dans le débat parlementaire. Peut-être en répondant d'abord au sénateur Bocquet et à travers lui féliciter tous les nouveaux élus, que je leur souhaite évidemment un excellent mandat, qu'ils soient d'ailleurs dans l'opposition ou dans la majorité. Et j'espère qu'on aura le plaisir de continuer à échanger, à travailler et à discuter ensemble. Particulièrement le sénateur de mon département, s'il me le permet. Voilà. Pas le seul. On voit bien qu'il y a des affinités. Oui, oui, mon Dieu. Bon, bref. Pas que le Nord, Madame la Présidente. Bien, sur la question de la lutte contre l'exil fiscal, finalement, je vais laisser peut-être M. Griveaux répondre sur les GAFA et l'initiative prise par le ministère de l'Économie et des Finances, mais dire quand même au sénateur Bocquet que moi je partage, et depuis très longtemps, ce qu'il a longtemps évoqué lui et Alain Bocquet sur l'exil fiscal, et que la fraude fiscale, comme la fraude sociale, même si la fraude fiscale peut apparaître des montants beaucoup plus importants, c'est effectivement une violation du pacte républicain, et aucune complaisance ne doit avoir lieu, surtout si l'on souhaite par ailleurs pouvoir rétablir l'esprit d'une baisse, voire d'une augmentation, selon les choix politiques, des impôts. Et à ce titre, ayant répondu voilà quelques jours à un journal qui me demandait si est-ce que c'est parce qu'il y avait une hausse de la fiscalité en France qu'il y avait de l'exil fiscal, je refuse moi ce lien, et je considère qu'on peut toujours considérer que les impôts sont très élevés, parfois confiscatoires, mais on peut les dénoncer, on peut faire de la politique pour changer le système fiscal, mais ce n'est pas une excuse. Voilà pour l'audition de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, et de Benjamin Griveaux, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Tous deux se sont exprimés devant les sénateurs de la Commission des Finances sur le budget 2018 qui a été dévoilé ce matin au Conseil des ministres. Un texte essentiel du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui comprend des mesures très importantes en matière de fiscalité sur la CSG, la taxe d'habitation, les APL ou encore la réforme de l'ISF, qui comprend également des baisses de dépenses publiques, cela afin de traduire l'objectif de 2,6% du déficit en 2018. Notez que cette audition a eu d'emblée une coloration territoriale, puisque Gérald Darmanin a tenu à préciser dès sa première allocution qu'il n'y aurait pas 13 milliards de baisse des dotations pour les collectivités territoriales, mais simplement, nuance, 13 milliards de non-dépenses. Pour le reste du débrief, ne manquez pas, dans un instant, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.